L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Bonjour Thibaut Delourme. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Avec plaisir. On va revenir très rapidement sur votre parcours parce que vous commencez votre carrière professionnelle ou des expériences professionnelles, en tout cas dans l'univers du digital, du numérique et notamment à Paris. Mais un jour de 2015, me semble-t-il, votre maman vous appelle et vous propose de reprendre son entreprise. Et je crois que vous lui dites non. Oui. Pour quelle raison ? Spontanément, en fait, moi j'étais complètement dans autre chose, parce que ma maman avait fondé deux organisations qui organisent des marchés de Noël. Et moi, je travaillais dans l'univers du digital, donc rien à voir de prime abord. Et puis spontanément, en plus, je venais d'avoir une promotion, j'étais sur complètement autre chose, sur un lieu qui est Paris et pas à Nantes. Enfin voilà, donc forcément, tout de suite, j'ai dit non. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que elle a réussi à faire quelque chose qui était incroyable, c'est qu'elle a planté la graine qui, derrière, a enclenché une réflexion. Et puis, 15 jours après, je l'ai rappelée. Je dis, en fait, maman, on en a parlé comme ça au téléphone, mais ce serait bien qu'on en discute sérieusement. Alors, vous avez fini par lui dire oui, mais vous avez posé vos conditions. Hein. Exactement, parce que, à l'époque, moi, j'étais en plus sur la refonte de marché online, donc j'ai un peu regardé. Je travaillais pour Info Pro Digital, donc je faisais cette refonte. J'ai un peu regardé les appels d'offres qu'il y avait en cours et je me disais, il y a du potentiel. Donc déjà, ça, c'est le travail que j'avais fait un peu de mon côté. Puis après, je ne voulais pas arriver comme étant le fils de la fondatrice de l'entreprise. Et donc, en gros, les conditions que j'avais, c'était de dire, OK, je veux bien venir. On se donne 6 mois de test pour voir comment ça se passe. Et puis d'être recruté aux mêmes conditions que celles que j'avais à l'époque dans mon ancienne entreprise. Et puis après, c'est qu'après ces 6 mois-là qu'on aurait pu discuter de l'avenir. Mais en tout cas, il fallait au moins faire ce test et puis voir si, pour les équipes aussi, c'était OK pour moi d'arriver, parce qu'avec l'objectif de reprendre l'entreprise. C'était comme ça qui était affiché pour moi et pour ma maman à l'époque. Alors, on va reparler dans un instant de ce rachat, parce que c'est important. Ne pas être le fils d'eux, ça prend du temps. Je pense que ça prend du temps. Ça prend du temps, surtout si on y attache de l'importance. Par contre, c'est sûr qu'il faut faire ce travail-là de prouver, ça c'est une certitude, et puis d'être exemplaire. Mais finalement, ce travail-là, il ne s'arrête jamais, parce que quand on est entrepreneur, il faut être exemplaire en tout temps. Alors, peut-être pas tout le temps, mais essayer de l'être, en tout cas, pour les équipes, c'est très important. Et c'est vrai que ça a été quand même le premier travail qu'il a fallu faire, montrer les capacités. C'est-à-dire que à partir du moment où les équipes ressentent le fait que vous êtes là parce que vous avez des compétences, mais pas parce que vous êtes le fils de la fondatrice, effectivement, il n'y a plus de questions qui se posent. Parce qu'on a parlé effectivement de la place de l'homme dans un projet d'entreprise, dans une organisation, qui vous manquait peut-être dans ces grands groupes. En tout cas, que vous avez créé et servi peut-être à travers votre projet entrepreneurial. Dès 2005, vous avez une politique de recrutement qui est très engagée, très militante, peut-être même très audacieuse. Vous allez chercher des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Je pense à des sans domicile fixe, à des migrants, à des populations carcérales. Et vous n'avez jamais transigé sur ces valeurs-là, sur ces engagements-là. À quoi elle tient cette militance ? À quoi elle tient ? Le fait générateur, pour moi c'est important, la place de l'homme est essentielle dans l'entreprise. Et j'avais envie, un peu par hasard au début, mais de donner la chance, et on se rend compte que quand on donne la chance et qu'on fait confiance à des personnes, alors elles savent sortir le meilleur. Et c'est vrai que c'était au début un peu un input, ma volonté. Et la grande satisfaction, c'est de voir que maintenant, c'est le projet de l'entreprise, c'est plus le mien. C'est mes collaborateurs qui ont envie d'accompagner, d'aider, de former des jeunes éloignés de l'emploi. Et c'est devenu vraiment ce qui nous réunit dans l'entreprise. C'est le lien fort. L'entreprise qui devient en tout cas presque une famille, est-ce que vous assumez justement cette dimension familiale au moment et à l'heure où on repense notre relation au travail, où on dénonce peut-être une forme de porosité entre le monde du travail et le monde personnel, où les gens ont peut-être tendance à vouloir s'éloigner un petit peu de l'univers professionnel et protéger leur vie privée. Vous êtes toujours une famille chez Violem ? Alors c'est vrai que le mot famille ne va pas forcément avec le monde professionnel, qui est une équipe, une cohésion, tout ça c'est fort. Famille ne me paraît pas forcément la bonne terminologie. D'abord, il y a la notion du dirigeant.
on est une petite entreprise, on est 50, et finalement à 50, c'est très intuitif personné. Encore plus dans le bâtiment où les compagnons ils travaillent pour un patron, alors que en fait, il y a toute l'équipe qui est importante. Donc en fait, j'essaye de désincarner l'entreprise, même si je la représente, de bien montrer que derrière il y a toute une équipe. Et je pense que la famille est un lien fort, mais j'aime mieux c'est la notion d'équipe que de famille. C'est suite à un accident de la vie qui précipite votre destin de dirigeante. Racontez-nous. Oui, absolument. En fait, c'est tout bête, hein. Un matin, mon père s'est levé et puis il est mort. Et donc, moi, je vivais en Allemagne. Ma mère m'a appelée et m'a dit « il faut que tu rentres ». Et puis, c'était un vendredi, c'était le 1er mai. Donc, je suis rentrée à Challans, en Vendée. Et là, on m'a dit « tu as le week-end pour réfléchir et voir si tu reprends l'entreprise lundi matin ou bien si tu as une dizaine de familles sur la conscience qui perdent leur travail ». Une femme dans un milieu industriel qui doit faire sa place, qui n'était pas prévu, on l'a bien compris, ça a été compliqué? Oui, je suis partie avec plein de handicaps. C'est clair que déjà, on a eu des partenaires qui ne nous ont pas fait confiance parce que ma mère a repris l'entreprise avec moi, même si elle n'y travaillait pas avant, mais elle m'a servi de femme de paille, hein. On avait besoin de quelqu'un qui ait l'âge parce que 23 ans sans expérience professionnelle, c'était pas crédible. Et puis après, on avait des fournisseurs plutôt du sud de l'Europe, donc Italie, latin, Espagne, latin. Donc là, on a joué en fait sur la culture. C'est l'avantage d'avoir étudié les langues étrangères et de connaître un peu les codes. Donc avec maman, on s'est habillé de noir et on a fait le tour des fournisseurs en disant laissez-nous du temps. La veuve et l'orpheline. Il nous faut un petit délai pour appréhender les choses. Et donc, ça a marché? Ça a marché, oui. Ça les a convaincus? Ouais. Disons qu'ils n'ont pas osé. C'était pas qu'ils étaient convaincus, c'est qu'ils n'ont pas osé. Dans leur culture, ça ne se faisait pas. Mais les 6 mois ou l'année de répit que j'ai pu avoir m'ont permis de prendre en main en fait, l'entreprise, le destin de l'entreprise et le mien. Comment les anciens collaborateurs, collaboratrices vous ont perçu justement à votre arrivée? Vous avez su rapidement justement asseoir une forme de légitimité au départ? Au début, ça a été compliqué parce que mon père avait 2 entreprises et la Pramac, il s'en occupait pas beaucoup parce que ça tournait un peu tout seul. Et donc, au départ, les collaborateurs m'ont dit vous faites comme votre père, vous passez le matin un quart d'heure, vous nous dites quoi faire et puis on gérera. J'ai dit mais moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire puisque je ne sais pas comment fonctionne l'entreprise, donc expliquez-moi. Donc ils m'ont dit c'est pas compliqué, tout est dans les dossiers, vous n'avez qu'à ouvrir les placards. Donc j'ai passé un certain temps à ouvrir les placards, à me poser des questions, à leur poser des questions et puis on a réorganisé un peu. Alors les réorganisations, les fameux 100 premiers jours, ça compte vraiment beaucoup et c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que quand on dirige une entreprise familiale particulièrement, il faut accepter le temps long? Est-ce qu'il faut respecter ce temps long dans un monde où tout va très vite, où il faut accélérer et prendre des décisions un peu, et parfois dans l'urgence? Comment est-ce que vous conciliez cette temporalité? En fait, la question est très judicieuse parce qu'en réalité, une entreprise, c'est un équilibre finalement composé d'ingrédients différents que sont les clients, les fournisseurs et les hommes qui la composent, avec les solutions qu'elle a conçues pour essayer de répondre du mieux possible au marché qu'elle sert. Évidemment, on est dans un monde, en tout cas pour le groupe que je dirige, qui change régulièrement avec le temps, qui est soumis malheureusement aux fluctuations des marchés financiers, des lois de finances, du moral des ménages. Donc on doit être agile, on doit être en adaptation. Et cette adaptation, finalement, elle ne peut pas se faire en claquant des doigts parce qu'elle nécessite beaucoup d'explications, beaucoup de compréhension. Gérer un projet, c'est quelque chose qui est assez délicat de transformation parce qu'il nécessite que tout le monde en comprenne parfaitement les significations et les enjeux. Ce qui, lorsqu'on le regarde, ce projet, sous des angles différents, il n'a pas forcément le même sens et les mêmes conséquences, en fait. Donc à cet égard, une entreprise, c'est forcément un temps long parce qu'il faut, en fait, vaincre parfois les changements, les résistances, la culture, parfois aussi, qu'il faut faire évoluer. Et l'impatience peut-être des jeunes générations qui vous rejoignent, qui rejoignent le projet? Absolument, et cette impatience qui, je dirais, la conséquence aussi de l'impact des réseaux sociaux peut-être. Bref, cette impatience, elle est parfois difficilement compatible avec ce temps long qui est nécessaire pour permettre à l'entreprise de pouvoir, je dirais, digérer ces modifications, ces changements de culture, de fonctionnement, de produits aussi. Bon, justement, on évoquait les sujets de culture, ces nouvelles générations. J'ai lu que vous meniez 30% des recrutements. À quoi vous êtes attentif quand vous recrutez des talents qui rejoignent Jeannot aujourd'hui?
Alors justement, le point le plus important pour moi, c'est plus tellement le savoir-faire, c'est plus tellement les hard skills en fait, mais plutôt le savoir-être sur lequel on est systématiquement attentif. On met un focus très important dessus, que ce soit au travers de l'entretien et je dirais de l'échange informel que l'on va avoir, mais aussi je dirais de quelques tests préalables qu'on peut être amené à mener, quelle que soit la position dans l'entreprise. En revanche, il n'y a pas des jours où vous arrivez au bureau et vous dites mais finalement on est coincé, il y a un chemin de crête entre eux, ou des contradictions en tout cas, entre les réglementations environnementales et sanitaires. Comment est-ce que vous résolvez cette équation complexe? On vous demande tout. Alors, exactement, c'est un sujet extrêmement complexe et sur lequel nos clients sont souvent aussi en difficulté. C'est que l'emballage, sa fonction primaire, c'est de protéger ce qu'il contient. Et du coup, il y a des contraintes extrêmement strictes sur les caractéristiques de l'emballage pour protéger, si c'est un bien alimentaire. Évidemment, on est tous consommateurs, on n'a pas envie à un moment d'ouvrir un pot de yaourt et qu'en fait le yaourt soit complètement moisi à l'intérieur. Donc en fait, il y a quelque chose de tacite. Le consommateur aujourd'hui, pour lui, c'est évident qu'un produit emballé est sain et il n'y a plus beaucoup de scandales alimentaires aujourd'hui, et tant mieux. Maintenant, pour respecter ce côté strict sanitaire, il y a des contraintes sur la matière et l'emballage très très fortes qui sont en contradiction avec le recyclage, avec le réemploi. Et aujourd'hui, on a plein de produits ou de matières, d'emballage qui, s'ils sont recyclés ou réemployés, ne seront plus aptes au contact alimentaire. Donc il faut arriver à résoudre cette équation, mais je suis confiant, on y arrivera. Il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent là-dessus. Vous arrivez à peser justement sur les fabricants de la loi ou orienter les décisions publiques, de politique publique sur ces sujets-là? Alors on s'y emploie modestement, si je puis dire, parce que la plupart des fabricants sont des super structures internationales. Donc le marché français ne pèse pas forcément de manière majeure dans leurs équations. Et alors Fidelfio dans le marché français, c'est aussi un acteur de moindre ampleur. Donc voilà, on fait de notre mieux, on essaye d'appuyer de tout ce qu'on peut à notre échelle, sans prétention. Vous l'avez dit, Fidelfio, et la position, c'est de dire oui, vous avez raison de nous pousser, la réglementation en tout cas nous engage. Est-ce que c'est évident d'être militant et profitable? C'est possible ça? Alors moi, c'est la conviction que je porte, c'est que la profitabilité. Alors déjà, il y a une question d'éthique, c'est que si on met de côté les valeurs et qu'on ne regarde que la profitabilité, je pense qu'il y a des métiers beaucoup plus juteux que ce qu'on fait aujourd'hui, donc on pourrait aller changer carrément de métier. Mais si on veut joindre les deux, je suis convaincu que sur une vision long terme, et encore une fois, c'est ce qu'on a dit, on est dans une entreprise qui s'inscrit depuis un siècle et qui s'inscrit sur les 100 prochaines années. Il n'est pas possible d'avoir une activité pérenne qui ne respecte pas des valeurs essentielles, de respect des autres et de l'environnement dans lequel on évolue. Bon, conciliation, donc équation que vous tentez de résoudre au quotidien. Merci beaucoup, Jacques de Sonis, d'avoir accepté notre invitation dans le côté de l'invité business. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.